Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui ne doit pas être traité à la légère, car il n'est pas une simple réponse à apporter à la crise de la jaunisse de la betterave sucrière, il est un précédent. La détresse de la filière doit être entendue. Mais avant de prendre une telle décision, lourde de conséquences, comme nous le savons tous, nous devons nous poser les bonnes questions. La première, est-ce qu'une dérogation à l'interdiction de l'usage des néonicotinoïdes résoudra durablement les difficultés de la filière ? Non, puisque les causes profondes sont d'ordre systémique. La filière a surtout besoin que le législateur soit à ses côtés pour l'accompagner vers une plus grande résilience. Est-ce que la filière betterave est réellement dans une impasse technique ? Non, encore une fois, la filière betterave-sucre elle-même voit désormais une issue à cette impasse. Il n'y a donc pas d'impasse technique, mais un simple retard. Retard qui n'aura pas été le même, monsieur le ministre, je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord, mais si la filière s'était saisie, dès la loi biodiversité de 2016, du nécessaire travail à mener pour dégager des alternatives. Est-ce que la réponse à ce retard peut être un recul de notre législation environnementale ? Non, 1000 fois non. Nous avons déjà pris trop de retard face à l'urgence environnementale, et pas uniquement sur la question climatique. La biodiversité est tout aussi menacée par les activités humaines. Existe-t-il un autre chemin pour accompagner la filière betterave que celui de la régression environnementale ? Oui, si le gouvernement veut vraiment aider cette filière, il ne doit pas faire l'économie ni d'un soutien financier de court terme, ni d'une réflexion de fond sur sa structuration. Je pense, moi, que la réintroduction des néonicotinoïdes pour la filière betteravière, c'est un cheval de Troie. Dans très peu de temps, d'autres productions, que ce soit du maïs, aujourd'hui on entend les producteurs de noisettes, on entend les producteurs de cerises, disent nous aussi on a des difficultés avec des pucerons, des mouches, etc. On aura aussi besoin de produits chimiques pour passer ce cap. Tout le monde est d'accord pour dire que les néonicotinoïdes sont mauvais pour la santé de l'homme, pour la santé de la planète, pour la santé des animaux, mais en tout cas, c'est la réponse qu'on y apporte. C'est OK, on sait que c'est mauvais, mais on continue de les utiliser, ou OK, c'est mauvais, et on trouve une alternative, et c'est le choix qu'ont fait les socialistes, écologiques et républicains. Mon propos portera essentiellement sur le CASDAR. Je rappelle que les dépenses financent la recherche appliquée agricole par les instituts techniques et des appels à projets. Je vais vous le dire franchement, monsieur le ministre, mais on vous l'a déjà dit, nous ne comprenons pas votre proposition. Le budget acte une baisse du plafond des recettes affectées au CASDAR de 10 millions d'euros par rapport à l'année dernière. À l'heure de la réduction de l'usage des pesticides, la recherche est la clé. En réduire les moyens en ce moment de l'histoire, c'est une erreur stratégique. D'autant que nous savons parfaitement, monsieur le ministre, que le budget ne sera pas relevé l'année prochaine, car cela dégradera la norme de l'État et qu'un rapport de l'IGF est attendu sur le CASDAR. Alors, monsieur le ministre, nous souhaitons comprendre quelle est la position du gouvernement sur la recherche appliquée agricole. Le CASDAR, et moi j'ai pleinement, je partage votre interrogation, si je peux dire. Mais le CASDAR, il faut voir la mission IGF que vous mentionnez. Quelle est la finalité de cette mission IGF ? C'est de savoir si oui ou non il faut rebudgétiser le CASDAR. L'enjeu de cette mission IGF, vous le savez comme moi, c'est est-ce que oui ou non, un jour ou l'autre, il faut rebudgétiser le CASDAR parce que les comptes d'affectation spéciaux ou spéciaux, je ne sais pas comment on dit, c'est quelque chose qui n'est plus trop dans l'air du temps. À la fin des fins, là, le point d'atterrissage obtenu dans le budget, c'est de dire on ne touche pas à la rebudgétisation du CASDAR. Par contre, il y a cette diminution de 10 millions d'euros au sein du CASDAR. Le plan stratégique national, ou PSN, est la grande nouveauté de cette future PAC. À partir de 2023, chaque État membre devra obligatoirement mettre en place un PSN qui définira les modalités de mise en œuvre opérationnelle de la PAC à leur échelle nationale. Nous devons être très vigilants à ce que cette subsidiarité accrue ne fasse pas perdre le sens du C de PAC, qui doit être résolument préservé. En effet, si les déclinaisons des PSN revenaient à faire autant de politique agricole qu'il y a d'États membres, des distorsions, voire du dumping, pourraient apparaître. Il faut, je le répète, que la PAC reste une politique collective et que tous les agriculteurs, quel que soit leur pays, soient traités sur un même pied d'égalité. L'autre enjeu de cette nouvelle PAC, c'est une meilleure redistribution des subventions. Le 21 juin 2020, le Conseil a validé le principe de plafonnement des aides à hauteur de 100 000 euros par exploitation. Ce plafonnement à 100 000 euros nous semble déjà trop peu ambitieux, d'autant plus qu'il n'est finalement que facultatif. Aussi, j'espère que notre pays se saisira de ces mécanismes de plafonnement et de dégressivité. Avec le CETA et le Mercosur, l'UE veut permettre d'ouvrir le marché européen à des produits alimentaires moins chers, mais s'affranchissant des normes sanitaires et environnementales qui s'imposent à nos paysans. C'est pourquoi je voudrais terminer mon intervention par une question très solennelle, monsieur le ministre. Quand aurons-nous enfin un vrai débat avec vous sur ces traités et leurs conséquences sur l'agriculture et l'alimentation dans notre pays ? J'aimerais directement aborder avec vous le sujet de l'agriculture et le rôle que joue
la grande distribution dans la rémunération des agriculteurs. En effet, plus de 2 ans après sa promulgation, le bilan de la loi Egalim est particulièrement mauvais, et c'est un échec reconnu unanimement par tous, producteurs, consommateurs. À l'inverse, il semblerait bien que les industriels et la grande distribution ont profité de cette loi pour élargir leurs marges. Dans un rapport en date, il a déjà été dit, du 25 mars dernier, Serge Papin a formulé 9 propositions pour renforcer la mise en œuvre de la loi Egalim, ce qui nous conduira sûrement à une Egalim 2. Ma question est très simple et directe, Monsieur le Président Directeur Général. Face à ces propositions, quelles sont vos réflexions? Je vous ai trouvé quand même très timide dans votre propos liminaire. Ne vous inquiétez pas, je ne le serai pas dans ma réponse. C'était une impasse, et j'imagine volontaire. C'est la question. Parce que je savais que la présidente vous a posé la question très clairement aussi, donc je me permets d'insister. Et que porte concrètement votre groupe pour améliorer justement la valeur entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire et particulièrement les agriculteurs? Je vous remercie.